Et what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's up? Donc aujourd'hui, on vous parle d'un sujet quand même spécial. Je pense qu'on a déjà abordé un petit peu ce sujet-là dans différents podcasts qu'on a dans notre première saison. On va vous expliquer un peu plus par la suite. Mais ce qu'on fait, on vous sort aujourd'hui un rapport de l'OCDE qui s'appelle « Les gouvernements doivent prendre des mesures pour aider la classe moyenne en difficulté ». Donc, en fait, ils expliquent comment la classe moyenne un peu devient de plus en plus précaire. Puis aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'elle est vraiment à risque? Donc, avant de commencer sur les pour puis les contre, on va peut-être juste revenir avec la base. Donc, Alexander, je te laisse commencer. Yes. Donc, premièrement, classe moyenne, ça n'a pas toujours été dite comme ça. L'expression, dans le fond, ça vient de la France. Et c'était durant les 30 Glorieuses. Donc, après la guerre, c'est que justement, il y a une certaine émergence de la classe populaire, dans le fond, qui était comme des ouvriers, des employés, des agriculteurs, et la classe qui était un peu plus aisée dans le patronat, puis genre, mettons, les cadres supérieurs. Puis, dans le fond, on considère ça juste comme une classe sociale qui est ni riche ni pauvre. Donc, c'est les gens qui sont un peu plus dans l'intermédiaire. Donc, c'est de là que l'expression sort. Au niveau de comme qu'est-ce qu'est la classe moyenne avec des vrais chiffres, puis d'un point de vue un peu plus objectif, au Québec, dans le fond, ça veut dire que un célibataire de classe moyenne gagne entre 28 000 et 57 000. Puis tandis qu'une famille classique de 4 personnes gagne entre 57 000 et 114 000. Donc ça veut dire que le tiers de la population, environ 38 % du Québec, est vraiment dans la classe moyenne. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les riches pensent qu'ils sont dans la classe moyenne, donc ils se plaignent, ouais. Right? Comme les deux, par exemple, fraîches, je sais pas, mettons les deux font 75 000 ou 80 000. Là, tu es un peu en haut. Puis tu penses encore que t'es dans la classe moyenne, mais t'es comme plus dans la classe moyenne. Fait que, anyway, ça, c'est vraiment quelque chose à y réfléchir. Mais qu'est-ce qui est quand même assez intéressant, c'est que en ce moment, on voit un certain shift. Okay? Donc là, t'as des économistes et t'as des gens en politique qui sont comme « Ah, non, la classe moyenne va vraiment bien ». T'en as d'autres qui sont comme « Non, la classe moyenne va vraiment pas bien », puis elle commence à être presque inexistante. Mm-hmm. Puis vu que je suis quelqu'un qui préfère commencer avec le négatif, genre la mauvaise nouvelle. Pourquoi t'es pessimiste comme ça dans la vie? Mais non, arrête. Faut que tu vois le côté positif. Non, là. Mais en tout cas, vous me connaissez, vous savez que je suis positif. Ouais. T'inquiète, but tout ça pour dire que justement, on va commencer avec le camp du non. OK? Donc, je vais commencer avec une petite explication de qu'est-ce que les économistes qui disent que... il y a plusieurs économistes qui disent que dans le fond, l'intervention du gouvernement, par exemple, comme au Québec, fait en sorte que la classe moyenne va vraiment bien, puis même qu'elle améliore son sort. Donc là, on parle de la garderie à 7 $. Mm-hmm. On parle du filet social par rapport à ta santé, right? Mm-hmm. Donc, la carte soleil, si on peut appeler ça comme ça. Donc, ils disent que tous ces différents programmes-là font en sorte que la classe moyenne va vraiment mieux, puis qu'elle est en train de grandir et même d'accroître au Québec. Donc, en gros, ce qu'ils disent, si je comprends bien, c'est que le gouvernement supporte la classe moyenne puis leur donne en fait des outils pour qu'ils restent dans cette classe-là, genre en fait, ou qu'ils montent un peu plus sans nécessairement avoir à subir des conséquences de la vie de tous les jours, si on veut, genre. C'est exactement ça. C'est que ça permet de comme un peu weather the storm, comme on dit en anglais. Donc ça, c'est qu'est-ce que le camp du non dit en général. Donc là, maintenant, tu as le camp du oui, puis est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ben, non, je pense que ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, puis je pense que je vais laisser aller avec le camp du oui avant d'aller avec mon expression, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'idée du filet social, je pense que c'est intéressant de voir un peu comment ça a commencé, puis tu sais, dans ce que tu as dit, c'est ce qui est intéressant, c'est par exemple, lorsqu'on regarde comment ça a été créé aux États-Unis, right? On sait qu'avec FDR, puis avec tout ce qui était les plans qui ont été faits après la crise économique, c'est le Green New Deal, tous ces filets sociaux qui ont été instaurés, c'est un petit peu ce qui a créé la classe moyenne. 100%. Mais là, eux, ce qu'ils disent, c'est OK, ben là, tout ce qui a été créé dans ce temps-là, ben là, c'est tellement bonifié, on a tellement ajouté de trucs que finalement, ça va empêcher que la classe moyenne disparaisse. Donc, je pense que c'est quand même intéressant comme point de vue, mais je vais laisser continuer avant de donner mon avis sur ça. Sounds good.
Donc, au niveau du camp du oui, donc il y a un des premiers arguments qui est extrêmement simple. L'endettement des ménages canadiens est comme à 160%. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu gagnes $1, tu as des dettes de 1,60 qui viennent aussi. Ouais. Donc, ce qui est vraiment incroyable. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, d'un point de vue canadien. Puis là, oui, tu peux argumenter que, tu sais, ça cause des prix des maisons, puis ainsi de suite. Mais d'un point de vue général, c'est vraiment ça qu'on a comme benchmark, comme, justement, étage, si je peux dire ça comme ça. Par la suite, il y a l'autre argument, que c'est vraiment quelque chose que, tu sais, je vais pas dire mon opinion tout de suite, mais c'est vraiment quelque chose que je crois qui est vrai. C'est le fait que le real disposable income, donc ton vrai income, on considère, par exemple, l'inflation à travers le temps, right? A pas grandi depuis genre les 30 à 40 dernières années. Ouais, environ depuis les années 70. Exactement. Depuis les années 70, la classe moyenne ne fait pas plus d'argent. Comme oui, admettons, si tu regardes d'un point de vue en ne considérant pas l'inflation, tu vas voir que justement il y a une augmentation. Mais si tu considères l'inflation, on fait le même salaire qu'il y a plusieurs années que ça. Je pense qu'une des bonnes façons de le voir, là, sans aller trop dans les chiffres, c'est parler à vos parents, puis ils vont tous vous dire comment c'est le prix de ci a augmenté, comme le prix de ça. J'ai un exemple super simple. Quand j'étais au secondaire, j'ai jamais allé au McDo. C'est pas... C'est tout qu'est-ce qu'on a pour de vrai. Tu sais qu'est-ce que j'aime pas? Je voudrais juste dire quelque chose. Je suis désolé de t'avoir coupé. Mais c'est sérieux que là, les gens, ils commencent à make it, puis ils commencent à mal parler du McDonald's, mais le McDo a toujours été là. Le McDo a toujours été là. Toujours été là pour vous. Puis next thing you know, vous changez, genre. J'ai fait un beat sur le McDo, genre que j'avais mis sur YouTube back in the day, puis genre, when I wanted to be a rapper, mais en tout cas, ça c'est notre... Ça sera dans les notes. Mais exactement. Mais c'est ça, je me souviens que 2 McDo coûtaient 3,57 quand j'étais au secondaire. Wow. C'est drôle parce que après c'est comme si, genre, c'est comme un peu comme ça que j'ai compris le concept de l'inflation, c'est que pour moi, le prix de 2 McDo était 3,57. Puis après, à un moment donné, c'était rendu 4,28. Après, c'était rendu 5,27. Puis je pense que maintenant, comme 2 McDo te coûte quelque chose comme 6 ou 7 $. Ouais. Donc, tu sais, c'est juste de montrer que, juste de façon très pragmatique, c'est que le prix des choses augmente, mais toi, ton salaire augmente pas au même niveau. C'est-à-dire que tu achètes ton lait était comme 5,98. Dans quelques années, peut-être qu'il va te coûter 6 $, 6,20, mais ton salaire n'a pas augmenté autant. Ça veut dire que ton pouvoir d'achat, ce que tu peux acheter avec l'argent que tu gagnes, diminue au fur et à mesure que le prix des choses augmente, right? Vraiment. Donc, je voulais juste mettre ça en perspective d'une façon plus pragmatique. You know? Yeah, that's perfect. C'est vraiment super bon. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est que tout coûte plus cher. Donc, ta santé coûte plus cher maintenant. Le housing, avoir une maison, par exemple. Comme on a vu que c'est passé, on est en pleine pandémie, puis Montréal, c'est pas achetable. Tu comprends? Ouais. Donc, on voit que tout coûte plus cher par rapport à ça. Le coût de l'éducation dans certains endroits augmente aussi. Donc, ça fait en sorte que, justement, la classe moyenne n'est pas capable, justement, de payer ces nouveaux frais-là. Donc, ça, c'est vraiment un des arguments qui est souvent, tu sais, vraiment mis de l'avant. Puis l'autre argument aussi, c'est que maintenant, pour pouvoir faire de l'argent, il faut vraiment avoir des skills, des différentes capacités qui sont un peu plus demandantes, qu'il faut un peu plus d'études qu'auparavant, par exemple, pour pouvoir faire de l'argent. Donc avant, par exemple, tu pouvais faire une technique en comptabilité. Ouais. Tu faisais quand même, admettons, on va dire, relativement un bon salaire. Mais maintenant, ils vont te demander comme... tu sors de l'école, puis ils te demandent genre un bac, 5 ans d'expérience, puis genre... Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est comme... ça fait penser à un truc là, que j'avais lu sur... je pense que c'est sur LinkedIn ou whatever, puis ou genre Instagram. C'était comme un dude qui disait... il a dit, il y a vu un job posting, il y a vu une offre d'emploi, puis c'était comme, il faut que tu connaisses ce programme-là, genre, puis il faut que tu aies comme 4 ans d'expérience dans ce programme-là. Yeah. Puis là, le gars était comme, c'est drôle parce que j'ai inventé cette affaire-là, mais ça fait juste 2 ans que j'ai inventé ça. C'est crazy. Je pourrais même pas, moi, inventer ce programme-là, genre. Rentrer dans ce job-là, tu sais, c'est fou. Le market est wild. Non, exactement. Vraiment. Fait que là, maintenant, je pense qu'on a fait un peu le camp du oui, le camp du non, puis maintenant, on va discuter un peu par rapport à ça, parce que je pense qu'on a des idées qui sont un peu similaires, mais un peu différentes, comme d'habitude, en fait. Ouais. Donc, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que la classe moyenne est vraiment en train de s'effriter, de disparaître? Ben, je pense que oui. Personnellement, oui. Puis, je pense qu'on peut en parler par différents segments, mais je pense que des segments les plus importants pour moi, c'est le coût du logement. Right? Comme, le truc avec ce qu'on t'a dit dans le camp du oui, ce qu'ils disent beaucoup, c'est que, on a des filets sociaux, on a des trucs pour nous empêcher d'aller dans la classe en dessous de la classe pauvre, si on veut, genre. Puis, ce qu'on appelle un seuil de rentabilité ou de survivabilité. Mais ce qu'on réalise, c'est que le coût de la vie en pourcentage de ton revenu ne cesse d'augmenter avec le temps.
Ça veut dire que si on regarde les prix des loyers, un peu moins à Montréal, mais si on regarde un peu à Toronto, à Vancouver, on a passé de avant où est-ce que le monde payait quelque chose comme peut-être 30% de leurs revenus pour leur loyer à quelque chose comme 70% en l'espace de peut-être 10-15 ans. Right? On voit même ici, au Québec, on est rendu à 50%. Wow. On dit qu'habituellement, pour être en mesure de vivre aisément, il faudrait qu'on soit quelque chose à... Il faudrait qu'on soit à peu près à 30%. Donc, on voit ici qu'avec le temps, les coûts des loyers augmentent. Ça veut dire que toi, l'argent que tu mets de côté diminue. C'est-à-dire que l'argent que tu as pour dépenser sur des loisirs, pour dépenser sur de la bouffe, pour dépenser sur du linge, diminue parce que tu mets plus d'argent de côté. Donc ça, je pense que c'est super important de faire ça. Puis dans le cas du oui, je trouve qu'ils n'ont pas cet élément-là de comme, OK, certains coûts de la vie ont vraiment augmenté, puis ça fait en sorte que toi, tu as juste moins d'argent dans tes poches. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire sur ce sujet. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, nous deux, on a des immeubles à revenus et tout. Puis des fois, je loue mes unités, puis je suis comme, wow. Ouais. Genre, le montant que ça coûte, c'est vraiment incroyable. Puis même si que j'essaie, tu sais, comme, même si, admettons que j'essaierais de baisser ou quoi que ce soit, tu vois que c'est vraiment rendu extrêmement cher. Surtout moi, je suis sur l'île de Montréal. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué. Puis juste pour continuer un peu ton analyse logique, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu n'économises plus, puis que tu as besoin d'argent, mais là, ta seule solution, c'est l'endettement. Exactement. Donc, c'est comme ça que le 160% arrive. Puis ça, ça amène au deuxième point. Pourquoi, tu sais, par exemple, moi, je pense que la classe moyenne s'effrite, c'est que l'endettement, tu peux pas ignorer l'endettement. C'est impossible. Parce que l'endettement, c'est quelque chose qui s'accumule. C'est des taux d'intérêt qui se compound, en fait. Right? Ouais. Donc, tu peux pas vraiment passer à travers de ça. Parce que peu importe qu'est-ce qui arrive, la plupart du monde, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas d'argent mis de côté pour des dépenses de la semaine, des dépenses surprises. Ça veut dire, ça fait en sorte que c'est pas comme si le monde s'endettait parce qu'ils achetaient du linge ou parce qu'ils s'associent. Non, ils s'endettent parce que peut-être que leur auto a un problème, peut-être qu'ils ont une dépense à faire en santé ou quoi que ce soit, ou peut-être que leur assurance ne couvre pas certaines choses. Donc, le fait que l'endettement est aussi haut fait en sorte que c'est plus difficile à ce moment-là de bâtir du wealth, de bâtir du patrimoine. So, définitivement. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Est-ce que tu penses que oui, justement, ton analyse est vraiment parfaite dans le sens que qu'est-ce qui arrive, c'est que si ta carte de crédit, par exemple, qui a un taux d'intérêt de 20%, si tu veux offset, si tu veux faire plus d'argent, okay, ça veut dire que par année, par exemple, il faudrait que tu sois capable de faire plus que 20% de retour sur tes investissements. Exact. Puis si tu es capable, admettons, pour de vrai, là, si tu me dis que pendant 5 ans, tu as été capable d'avoir 20% de retour sur tes investissements comme à chaque année, constamment, texte-moi. Genre, pour le reste, je te donne mon argent. Genre, you know, any day. Donc, c'est vraiment ça. Puis sur ce point-là, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de mentionner comment aussi les véhicules d'investissement ont changé à travers les années. C'est-à-dire que tu avais des obligations d'épargne, tu avais des trucs comme des bonds que tu faisais avec le gouvernement, où est-ce que tu pouvais mettre ton argent avec le gouvernement. Placement garanti. Right? Mais avant, si tu faisais ça, il y a comme 10, 15, 20 ans, 25 ans, ils donnaient des 8, 9, 10%. Maintenant, tu vas dans un PCG, tu vas dire du 0,2%. Tu vas peut-être gagner du 1, du 2%. Right? Ouais. Donc, ça montre aussi comment les véhicules de placement sont plus risqués maintenant pour avoir le même taux de rendement. Donc, c'est-à-dire que le monde, ils ont plus de difficultés à avoir des actifs puis à build sur ça, en fait. Donc, encore une autre fois, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Puis moi, je crois aussi que, justement, la classe moyenne s'effrite, mais j'ai un peu d'espoir, dans le sens que je pense qu'on aurait de voir que ça va peut-être trop loin. Ouais. Puis à un certain point, que même les gens qui font extrêmement beaucoup d'argent, ils sont comme, OK, il faut qu'on redistribue un certain pourcentage en bas, parce que sinon, eux, ils arrêtent de faire de l'argent. Donc, you know, il y a ce genre de cycle-là qu'à un moment donné, you can only go so far si les gens en bas de toi sont trop pauvres. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui va être fait de la propre initiative des personnes on the top, ou tu penses qu'il faut des regulations, il faut en fait des lois? Je crois que ça sera un peu des deux, mais plus vers les lois. Puis lorsque je parle de loi, je parle justement du Universal Basic Income, qu'on en a parlé récemment, qui ressemble un peu à la PCU. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est comme un peu dans la culture. C'est quelque chose qu'on va entendre parler de plus en plus. Puis je suis super content qu'on en ait parlé il y a peut-être comme 8-9 mois. Ouais, shout out. T'écoutais notre épisode c'est crazy. Universal Basic Income. Exact. Donc, je pense que ça va faire en sorte que ça va développer encore mieux un filet social. Si, admettons, je sais que je reçois 1 000 $ du gouvernement, ben, peut-être ça va me permettre de retourner à l'école puis pouvoir payer justement mes dépenses courantes ou quoi que ce soit pour pouvoir justement faire plus ou de partir ma propre business on the side. Donc, je pense qu'il y a un peu d'espoir, mais pour de vrai, les temps en ce moment sont extrêmement wild. Je regarde ce qui se passe à Montréal, le marché immobilier, je regarde tout ce qui se passe. Ouais. C'est vraiment extrêmement compliqué. Tu parlais des retours sur tes investissements. On parlait de bonds. Les bonds, maintenant, ça vaut plus rien. Le taux d'intérêt est tellement bas
un bonds ne vaut plus rien. Fait que là, tu es obligé d'être encore plus intelligent au niveau financier puis de regarder, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau alternatif, tu sais. Donc, quoi est-ce que je peux investir? Puis le problème, c'est que les trucs alternatifs demandent vraiment beaucoup de mise de fonds pour pouvoir le faire. Exactement. Donc, maintenant, c'est vraiment rendu extrêmement, à mon avis, complexe de pouvoir se développer économiquement. Donc là, tu sais, on aime toujours terminer sous forme de solution. Pendant 1 minute, c'est quoi que tu dirais aux gens pour pouvoir justement passer à travers ça puis de au moins rester dans la classe moyenne ou even, you know, go to the other level, genre? Ben, je pense qu'il faut définitivement être à l'affût de c'est quoi qui génère de la valeur dans ces jours-ci dans la société. Ça veut dire que tu as mentionné, par exemple, la technologie, comment la technologie devient très importante. Je pense qu'il faut être en mesure de pouvoir laisser à notre génération future cette connaissance. Ça veut dire que c'est pas nécessairement seulement du monde de la Silicon Valley qui doit savoir comment code, par exemple. Ouais. C'est comprendre que, oui, effectivement, il y a beaucoup de valeur qui a été générée, mais qu'est-ce que ça veut dire dans les années futures? Donc, il faut qu'il y ait cette question de société au niveau de comment la technologie nous influence, puis comment ça a été un véhicule pour créer de la valeur, puis comment, à ce moment-là, les personnes de la classe moyenne ou comme des enfants d'immigrants, whatnot, peuvent à ce moment-là participer à cette économie-là. Donc, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, tu as mentionné les régulations. C'est sûr que c'est quelque chose qui va venir. Comme on parle de socialism aux États-Unis puis des trucs comme ça, mais la vérité, c'est qu'on est à un point qui ressemble beaucoup à où on était avant le New Deal des années 30. On est à un moment où il y a beaucoup de disparités. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir à un certain moment une vague par rapport à ça. Toi, tu penses quoi comme solution? Je pense exactement la même chose. On doit démocratiser une certaine économie qui permet justement de créer de la valeur, comme tu as dit. Ouais. Donc, le démocratiser en offrant des opportunités à des gens qui en ont un peu moins de se développer dans ces carrières-là. L'autre chose, comme tu as dit, regulations, super important. Parce qu'encore une fois, lorsque ton pays ou ton économie est fragmentée, c'est là que justement tout s'écroule. Peu importe. Fait que c'est pour ça que ça sert à rien d'être riche dans un endroit où que tout le monde est pauvre. Dans le sens que oui, OK, dans le short term, peut-être que comme tu win, mais à un moment donné, ton gouvernement a comme besoin d'argent, genre. Ils ont besoin de taxes, ils ont besoin de réinvestir pour que justement les gens aient une éducation qui fait du sens, et ainsi de suite. Puis aussi, encore une fois, de vraiment s'éduquer sur la finance. Pour le reste, guys, like, je dis même pas, c'est même pas un hobby. Tu vois, le moment que tu reçois de l'argent, tu dois comprendre how to deal with it. Ouais. Puis je pense que c'est pas quelque chose que tu dois laisser quelqu'un d'autre le faire. De la même manière que tu laisses pas nécessairement d'autres personnes rentrer dans des différents aspects de ta vie, right? Ouais. Je pense qu'il faut être activement proactif, mais c'est que ça se dit presque pas, par rapport à ta situation financière puis à comment la changer. Puis c'est intéressant parce que je trouve que en parlant de finances personnelles, c'est toujours une conversation. Je pense qu'il y aura... Tu sais, on en parle depuis tellement longtemps. Yeah. Parce que c'est tellement contre-intuitif à la façon qu'on pense en tant qu'humain que ça sera toujours de la conversion. Puis, tu sais, ce qu'on dit par là, c'est pas nécessairement que vous devez être parfait. C'est que vous devez être au moins conscient des choix que vous faisiez. Ouais, conscient, c'est le mot. C'est comme l'autre jour, on parlait, toi puis moi, puis on parlait de comment, tu sais, t'avais le iPhone 12, puis là, ils offraient comme à $0, mais avec un financement de comme $60 par mois pour get le nouveau iPhone 12 Pro. Ouais. Puis là, t'es comme, yo, ça revient que quand tu rajoutes ton forfait, c'est au moins $110-120. Donc, tu vas me dire que tu vas acheter un iPhone qui va coûter plus cher qu'un MacBook pour faire quoi? Pour aller prendre des photos qui sont un peu plus belles, genre, pour aller flex devant les autres. C'est des discussions qu'il faut avoir. Je dis pas que tu dois pas le faire. Yeah. Mais ce que je dis par là, c'est qu'il faut que tu sois conscient de ce que ces choix-là vont faire. Ce $66 que tu mets pour avoir ton iPhone, si ton iPhone 8 ou 9 est encore chill, ou 10 parce qu'il n'y a pas eu de 9, ben... peut-être cet argent-là, tu n'auras plus le invest à la place. Peut-être cet argent-là, tu n'auras plus commencé à payer des dettes que tu avais déjà. Donc, c'est juste comme faire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de la finance personnelle, ce n'est pas un one and done deal. Ce sera un travail qui se fait constamment. Tant et aussi longtemps qu'on sera dans cette économie-là. Exact. Puis, à la fin de la journée, achète quelque chose, tu es capable de l'acheter. Exactement. So, anyways, on va terminer sur 2 choses. So, ma mère m'a toujours dit ça, OK? Si tu veux t'acheter quelque chose, il faut que tu sois capable de payer 2 fois parce que tu es taxé. 2 times. Yeah. La dernière chose que je veux vous dire, en fait, c'est plus ce qu'il va dire, on supporte un autre organisme ou compagnie de notre communauté. Ouais. Et c'est qui? Donc aujourd'hui, on va faire une donation pour ce podcast à la librairie Racine. Donc c'est une librairie qui donne qui met de l'avant des auteurs, des artistes noirs en fait de la communauté ou de la diaspora afrodescendante. Donc, on va faire une donation à eux. On va mettre les informations, comme d'habitude, dans nos show notes. Shout out Gabriela Quinte. Elle est vraiment comme out there dans la communauté. So on va juste faire une donation. Puis, si vous voulez nous suivre, as usual,
feel free to come through. Let's go. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'écouter. Merci d'avoir écouté notre épisode sur la classe moyenne d'Intel à risque. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, sur Twitter ou toute autre plateforme. On publie un épisode chaque 2 semaines. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. Les Généralistes. See you next time. Yes.